L'Alliance des États du Sahel, AES, c'est le nom de la toute nouvelle organisation née de l'union entre le Mali, le Burkina et le Niger. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Mohamed Lamine Sibi, il est du M5 RFP Mali Croix. Monsieur Sibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Deuxième invité, M. Nouhoum Sarr, il est président du Front africain pour le développement FAD. Il est aussi membre du Conseil national de transition du Mali. Honorable Sarr, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Troisième invité, M. le maire Abdallah Yatara, il est du parti Yelema, conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci, tout le plaisir pour moi de répondre à votre invitation et salut à mes co-débatteurs. Quatrième invité, un confrère, il s'agit de Idrissa Keïta. Il est journaliste, analyste. Monsieur Keïta, merci d'être avec nous. Merci Monsieur Barou pour l'invitation. Comme annoncé, suivant donc la charte du Luptako Gourmand, il est désormais né entre le Mali, le Burkina et le Niger, une alliance dénommée Alliance des États du Sahel. Monsieur Sibi, Oui. une première réaction. Effectivement, comme tout le monde, on a appris par voie de Une presse. surprise déjà. Bon, pas pour les aviser. C'était des initiatives peut-être en gestation. Mais bon, est-ce qu'on pouvait difficilement dire quelle forme, quel temps, le timing et puis la forme, le contenu et tout ça. Mais depuis un certain temps, des initiatives ont été prises dans ce sens-là. Bon, une alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Moi, j'ai une première remarque, c'est qu'on ne voit pas la Guinée dedans. On avait quand même... On parle du Sahel déjà. Commencé. Oui, mais je vous dis qu'en réalité, c'est une forme... Ils sont en train de construire une sorte de, collectif, de sécurité collective. Et ça dépasse... le Sahel, c'est pas que le Mali... non. Le Sahel, c'est vraiment toute une bande, pratiquement toute une région maintenant. Et donc, il y a la Guinée qui est absente, parce que sur le plan idéologique, on avait quand même cru que la Guinée était proche du gouvernement de transition actuel, dans le même temps que le gouvernement burkinabé et nigérien tout récemment. Donc c'est la première remarque qui suscite des questionnements. Voilà. Monsieur Keïta, l'Alliance des États du Sahel. Nous savons que le Sahel, ce n'est pas forcément ces trois pays qui se sont unis aujourd'hui. Mais justement, moi j'estime que mon cher ami M. Sibi, il a tout faux. Oui. Parce que déjà, moi j'appelle ça, et d'autres le disent, hein, c'est le G3 Sahel. De deux, ces pays-là, le nom même, ça parle du Liptako Gourmand, qu'on appelle désormais la zone des trois frontières. On a tendance à l'oublier. C'est donc en fait une formalisation, une formalité, un cadrage autour de cette zone sensible des trois frontières en fait. Mais c'est vrai que, idéologiquement parlant, la Guinée doit être vue. Mais pour la Guinée, je tiens à faire cette précision. Je l'avais une fois mentionné ici, j'y reviens rapidement, c'est quoi? Conakry est impliqué, hein, malgré les apparences. Des délégations partent tout le temps voir le colonel Mamadi Doumbouya et vice-versa. C'est juste que les trois pays là, Mali, Burkina et Niger, ce sont des pays en guerre. La Guinée n'est pas un pays en guerre. Et la Guinée, excusez-moi du terme, a dit merde à la France depuis 1958 avec le nom de Sékou Touré. Ce nom-là à la France, c'est maintenant qu'il a pris forme avec ce qui était le sentiment anti-français. Vous connaissez le reste de l'histoire. Et encore la connexion avec la Russie, qui est décriée de toutes parts et que même la CEDEAO fait cas parfois dans ses communiqués et certaines entités internationales. Le lien avec la Russie, depuis l'indépendance, la Guinée s'est mise avec la Russie. Il y a même un symbole là-bas qui s'appelle le Russal, une entité minière très puissante. Mais nous, on peut le dire, c'est dès que vraiment récemment que ce combat-là a pris forme, d'où la naissance de la souveraineté nationale retrouvée, autour de laquelle nos pays ne badinent pas. C'est ce que je voulais dire. La Guinée est juste dans le jeu, mais c'est juste que le front
qui est mis en avant, la Guinée, elle a plutôt un défi très politique. Elle a réussi à contenir la guerre en son temps. Elle n'a pas la guerre à son niveau. Mais ces 3 pays-là, il y a des urgences et les territoires sont occupés à près de 40, 50, ça dépend selon le territoire. D'accord. Noussar, une première réaction à la naissance d'une telle alliance? Eh bien, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose pour plusieurs raisons. Première raison, le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays frappés par le terrorisme, dont l'existence a failli être remise en cause par les mouvements terroristes. Ce sont 3 pays qui sont dans des périodes d'exception. Et c'est, quel que soit le mobile qu'on peut trouver, la question sécuritaire a été une des raisons de changement de régime dans tous ces 3 pays-là. Ouais. Que ce soit au Mali, on a évoqué ici la déliquescence de l'armée sous l'Ancien Régime, le Burkina, le Niger, où le chef suprême de l'armée nigérienne a remis en cause la capacité de son armée. Donc, l'une des raisons du changement de régime dans ces pays se trouve dans les questions sécuritaires. Il ne faut pas oublier que l'épicentre du terrorisme aujourd'hui, c'est la zone des 3 frontières, c'est le Liptako Gourma. Et ces 3 pays ont aujourd'hui en commun leur volonté d'être totalement indépendants, c'est-à-dire de ne plus recevoir d'injonctions de quelque puissance que ce soit, notamment l'ex-puissance coloniale, la France. Et lorsqu'on regarde la porosité des frontières, les attaques se font au Mali, souvent planifiées au Burkina, les attaques se font au Burkina, planifiées au Niger. Il était impératif que les autorités de ces 3 pays puissent conjuguer leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour non seulement faire face au terrorisme, mais pour parler d'une seule voix dans les instances internationales. Bientôt l'Assemblée générale des Nations Unies, il était important que l'on donne un signal fort au monde pour dire que malgré les difficultés, on peut se mettre ensemble et faire front commun contre la nébuleuse terroriste. Et ça, c'est la bienvenue, cette alliance-là. Nous pouvons tout simplement recommander que l'alliance prenne d'autres dimensions au-delà de la dimension sécuritaire. Monsieur le maire, que faut-il retenir de l'opportunité de la naissance d'une telle alliance? En fait, j'appelle ça un peu le bras armé de Liptako Gourma. Et en fait, la charte fondatrice a été signée aujourd'hui, la charte fondatrice de l'AIS, Alliance pour les États de Sahel, a été signée aujourd'hui. Et je crois que c'est les circonstances qui ont obligé un peu ces 3 pays à se mettre ensemble aujourd'hui. Circonstances sécuritaires, effectivement, comme l'a dit mon frère Moussa, c'est un peu la zone des 3 frontières, Niger, Mali, Burkina. Circonstances politiques aussi, ces 3 pays sont visés par la CEDEAO. Je crois que les circonstances ont fait aujourd'hui qu'ils sont obligés de se mettre ensemble. Et je crois aujourd'hui, l'objectif in fine, c'est quoi? C'est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de la population de ces 3 pays-là. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est une réponse à la CEDEAO. Il faut le dire clairement, c'est une réponse à la CEDEAO. Je crois que c'est une très bonne chose. Et je suis vraiment d'avis. Il va falloir peut-être que les 3 assemblées, ou les 3, au niveau du Mali, le CNT, au niveau aussi du Burkina et du Niger, qui valident aussi cette charte-là, pour qu'elle puisse vivre en fait. Voilà. Monsieur Sibi, si on accuse déjà la CEDEAO d'être pistonnée par la France, on a aussi vu que cette alliance est aussi née dans les sillages aussi de la visite du vice-ministre de la Défense russe au Sahel. On peut faire un lien? Avant d'aller dans ça, je souhaiterais mettre à l'aise M. Keita. Il n'y a pas tout faux. Je ne pense pas que des 3 interventions qui ont suivi la mienne, qu'il y ait une seule qui n'ait pas parlé de sécurité collective. En termes clairs ou ambigus, en tout cas. Je crois qu'il s'agit là d'un embryon d'un système de sécurité collective. C'est ce que j'ai dit essentiellement. Et la première remarque que j'ai faite au regard des éléments de contexte, ça c'est l'absence de la Guinée. Toute analyse politique devrait voir ça. Bon, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est tout faux. Maintenant, moi je ne suis pas rentré dans des jugements de valeur.
Ai-je dit que c'était une bonne initiative? Que non. Ai-je dit que c'était une mauvaise initiative? Que non. Si ça peut régler des problèmes, tant mieux. Il y a Churchill qui disait dans le livre 3 de son mémoire, ça n'est pas tant l'action qui m'inquiète, mais l'inaction face à l'action. Et moi, j'épouse cette philosophie. Tant qu'on agit, tant qu'on est de bonne foi et qu'on veut bien faire, moi, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes de transgresser les dires, pour ne pas paraphraser l'autre qui disait que dénaturer le sens des mots, c'est rajouter à la misère du monde. Vous allez revenir à ma question. De Albert Camus. C'était important de faire cette mise au point avant de revenir à votre question. Le parallèle, la CEDEAO... Non, de la visite du vice-ministre de la Défense. Mais le vice-ministre russe... Il y a eu une réunion tripartite avec les 3 pays. Vous savez, dans ce le chef d'état-major des 3 pays. Depuis ce qu'il a été convenu d'appeler la rectification de la transition, les orientations stratégiques des autorités de la transition ont changé. Alors, recevoir dans ce contexte un vice-ministre russe est un non-événement. Vu tout ce qui se passe, on a fait le choix de diversifier les partenariats, comme le gouvernement l'a dit, et d'un partenariat plus accentué sur le plan militaire, surtout avec la Russie. La visite du vice-ministre russe et du Nigérien, du représentant du Conseil nigérien de la transition, s'inscrit dans cette dynamique. Il y a une dynamique qui est déjà enclenchée, comme je l'ai dit, depuis la rectification de la transition. En termes clairs, est-ce que l'AIS n'a pas été créé pour contrer un peu à cette menace d'intervention militaire de la CEDEAO? Je l'ai dit, je dis la défense collective, tout est dans ça. Peut-être qu'il faudra détailler ça. La défense collective, bon, ça existe, hein. Depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale, depuis au sortir de la Première Guerre mondiale, avant même les Nations Unies, la SDN, la Société des Nations. Donc toutes les fois que les nations sortent de crise, où on subit des chocs, ils se remettent en question et ils cherchent des solutions. Vu le contexte sécuritaire depuis 2012, nous, on a compris qu'aucun État dans cette situation ne peut se tirer d'affaire seul. Il y a eu des initiatives en gestation. C'est pas maintenant. Hein. Maintenant, ça, peut-être que avoir ça, arriver à cette charte, veut dire qu'on a quand même réussi à concrétiser quelque chose. Oui. Donc, c'est pour dire que les défis terroristes sont là, les défis sécuritaires sont là. Moi, République du Mali ou alors République nigérienne, je ne peux pas contenir ça. Surtout, d'aucuns ont parlé du Liptako-Gourma. C'est un territoire que ces pays-là partagent, ont en commun. Et donc, selon toute vraisemblance, c'est vraiment le nœud du terrorisme, le foyer le plus important, en tout cas, qui nourrit toute cette métastase. Et alors, on comprend aisément pourquoi ces pays qui partagent ces frontières-là se mettent ensemble pour avoir une défense collective, c'est-à-dire une mutualisation des efforts militaires, politiques, etc., stratégiques, pour pouvoir venir à bout des défis communs. Quand vous lisez le dernier considérant, s'il vous plaît, 2 secondes, s'il vous plaît, quand vous lisez le dernier considérant de ce préambule, ça parle de ça. Et les articles 1er, 2 et 3 font allusion à cette envie d'aller vers bien entendu, une défense collective. D'accord. M. Keïta, n'eût été cette menace d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, est-ce qu'on aurait vu la naissance d'une telle alliance, par exemple? Bon, quelque part, mettre en forme cette alliance, c'est en fait aussi annoncer que les déclarations qui ont été faites quant à une éventuelle guerre qui pourrait conduire à un retrait du Mali ou du Burkina de la CEDEAO, c'était une façon de dire qu'ils ne sont pas du bluff, ils sont au sérieux. Et c'est pour répondre à la CEDEAO, à cette évidemment, parce que jusqu'à présent, les tractations continuent. Donc, il faut être prudent. Et je pense que là, c'est quand même une mise en garde quand on formalise. Et là, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'on a quand même 16 articles où tout est défini, les ambitions et les objectifs. Je reprends au mot M. Sibi rapidement. Il a dit que le Liptako est le noyau de la guerre. Il faut qu'il sache d'abord que, comme je l'ai dit, on parle de G3 Sahel parce que cette initiative, on l'avait eu 8 ans, 10 ans plus tôt avec la création du G5 Sahel. Mais à un moment donné, le Mali s'est retiré pour les raisons que nous savons. Ça flottait et les réflexions étaient déjà en cours
pour une intégration avec les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Il y a même eu une assise dans ce sens en début d'année au Ghana et la Guinée. Donc je le redis et à mon vis-à-vis et à ceux qui ont des doutes par rapport à une absence de la Guinée dans le trio, qu'ils sachent que la Guinée n'est pas un territoire occupé. C'est justement cette urgence de territorialité, de territoire occupé. Nous sortons d'un deuil national. Chaque jour, les terroristes continuent de riposter. Et comme je l'ai dit, il y a cette zone naturelle-là, le Liptako-Gourma qui a toujours existé. Monsieur le maire a dit, cette formalisation, c'est un peu le bras armé. Sinon, le Liptako-Gourma, l'entité en elle-même, la directrice ou la présidente était au palais de Koulouba il y a moins de 2 semaines pour avoir les consignes. Donc moi, je pense que l'absence de la Guinée, ce n'est pas un absentéisme ou ce n'est pas un zapping. Pour preuve, pour faire entendre parler, pour faire, comment on va dire, pour porter la voix de toutes ces circonscriptions ou de ces transitions-là, le président même de la Guinée, Mamadi Doumbouya, personnellement, va faire le déplacement au Conseil des Nations Unies. Donc, moi, je pense que... Vous faites un plaidoyer pour Doumbouya. Je ne fais pas un plaidoyer, je fais une mise au point, parce que certains pensent que la Guinée aurait lâché en plein vol ou en pleine guerre le trio sahélien. Oh que non. Donc, pour revenir très rapidement à la visite du ministre, vice-ministre russe, c'est quand même normal. N'oubliez pas que le coup d'État, il a eu lieu pendant le sommet Afrique-Russie. Et c'est même lors du B2B, entre le capitaine Ibrahim Traoré et, comment dirais-je, le président Vladimir Poutine, qu'il a eu à faire des révélations pour dire que, il y a des présidents de la région qui m'ont appelé, qui ont dit que moi, et même vous, monsieur Poutine, nous serions derrière ce coup d'État, des sanctions vont tomber, et moi, je vais formellement m'engager auprès d'eux. Donc, je crois que c'est quand même une logique. Tous ces pays-là, on le sait, l'ombre de Wagner plane, même si certains parlent d'instructeurs russes. Et évidemment, la souveraineté a son essence avec la diversification des partenaires, dont la Russie, qui reste le premier choix. D'accord. Moussar, dans la charte de cette alliance, il y a un article qui indique que les partis s'engagent à ne pas fermer leurs portes à aucun, si vous voulez, à aucun de ces partis, de ces pays membres de cette alliance déjà. Nous savons que ces 3 pays sont tous des pays continentaux. De quel port s'agit-il finalement? Non, en fait, c'est peut-être appelé à évoluer. La Guinée peut rejoindre plus tard et d'autres pays côtiers. Le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays enclavés qui n'ont pas accès au littoral. C'est une évidence. C'est la réalité. Mais je ne pense pas que ce soit fermé, que ce soit une alliance fermée. Mais tous les pays, à mon sens, qui... Mais en parlant déjà de Liptako-Gourma, est-ce que ce n'est pas un peu circonscrire les champs d'action même de cette alliance? Non, en fait, je vais vous dire, vous savez, la question sécuritaire, l'impact de la question sécuritaire, c'est vrai que le plateau est l'épicentre, c'est un peu sur tous les pays. C'est sur tous les pays. La Guinée, aujourd'hui, il y a une certaine accalmie, mais on ne va pas dire que le terrorisme n'aura pas d'effet ou n'a pas d'effet en Guinée. Ce n'est pas possible. Donc c'est extrêmement important pour nos 3 pays de conjuguer, de se mettre ensemble, de mettre en commun leurs énergies pour faire face à cette nébuleuse terroriste-là. Vous avez parlé du ministre russe de la Défense. C'est tout à fait normal. Nous sommes partenaires à la Russie. La Russie ne fait pas d'injonction au Mali. Elle ne peut pas faire d'injonction au Mali parce que le Mali défend aujourd'hui ses intérêts. Et ils nous vendent des armes. Il faut que l'on comprenne, ils nous vendent des armes. Nous payons les armes. Pendant que d'autres ont refusé de nous vendre des armes. D'autres ont imaginé des embargos contre nous. D'autres refusent de nous vendre. Ou même quand ils nous vendent, c'est un peu de la quincaillerie et c'est cloué au sol. Pour citer un président de la République. Donc, c'est un partenaire. Les Turcs sont des partenaires. Et lorsqu'on est partenaire, c'est normal qu'on se rencontre de temps en temps et qu'on discute. Vous avez fait allusion à cette... comment on appelle, c'est une illusion d'intervention de la CEDEAO. C'est-à-dire, vaquons à nos occupations. Vous n'y croyez pas? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Donnez-moi un seul pays parmi cette CEDEAO pistonnée, parce qu'il y a des États sérieux qui ont refusé le Cap-Vert, le Togo et autres, qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, un peu le Ghana. Même le Ghana, je pense, a lâché en rase campagne.
cette initiative. Mais quel de ces trois dispose d'une armée capable d'intervenir? Quel pays? Le Nigeria? Le Nigeria, ce sont des officiers, pour la plupart corrompus, des généraux milliardaires. Personne n'interviendra. Le Niger, c'est essentiellement des Haoussa, des Djerma. Et ceux-là occupent le nord du Nigeria. Bon, ce sont les mêmes familles. Vous pensez qu'ils vont s'attaquer? Non. D'accord. La Côte d'Ivoire, le Sénégal sont sérieux. Bon, ils n'ont pas d'armée. Nous, on se bat depuis 10 ans. Le Burkina se bat depuis 10 ans. Le Mali se bat depuis 10 ans. Le Niger se bat depuis 10 ans. Vous pensez qu'ils comptaient un peu sur les Français, les légionnaires français et les forces spéciales de la DGSE française. Mais encore une fois, c'est peine perdue. Nos peuples au Sahel veulent être libres. On ne veut plus le terrorisme. On veut la paix. On veut la concorde. On veut la quiétude. On veut vivre ensemble. On veut que nos enfants demain aspirent à un avenir radieux, qu'ils aient accès à la science, qu'ils aient accès aux technologies. Donc, les parrains du terrorisme, là, vraiment, nous vous demandons encore une fois de revoir vos copies. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut dire que l'AES est né contre la CEDEAO, surtout que ces pays qui composent cette alliance quand même avaient annoncé leur intention de quitter la CEDEAO si jamais cette organisation intervenait au Niger militairement? Indirectement, oui, une réponse à la CEDEAO, je le dis dans mon introduction, mais en réalité, il faut dire que pour moi, c'est d'abord une réponse sécuritaire par rapport à la zone des trois frontières d'abord, mais aussi pour se donner un bol d'air aussi par rapport à la Russie. Parce que tout simplement, la présence de la Russie, le vice-ministre russe de la Défense, sa présence à cette ceinture montre en réalité que la Russie peut-être est derrière cette idée-là. Peut-être pas à cette signature, hein? Ils ont participé à une réunion des chefs d'état-major des trois pays. Ok, qui a donné naissance à l'alliance. Exactement, ça veut dire en réalité, parce qu'une réponce collective. Ce n'est pas une réunion qui a donné naissance à l'alliance, ce n'est pas cette réunion. Voilà. L'alliance, c'était un processus. C'est une coïncidence? C'est un processus, l'alliance. Une coïncidence. Dans tous les cas, l'alliance a été dans le sillage de cette visite. Exactement, tout simplement, parce que je dis qu'une réponse collective à cette crise sécuritaire passe forcément par cette alliance-là. Aujourd'hui, pour revenir, je dis que la Guinée n'a pas lâché en plein vol le Mali. En fait, la Guinée n'a pas la même réalité par rapport à cette zone-là aujourd'hui. Et la Guinée aussi, très honnêtement, a aidé le Mali. Elle n'a jamais appliqué les sanctions économiques et financières de la CEDEAO contre le Mali. Elle n'a pas non plus appliqué les sanctions économiques et financières contre le Niger aussi. Parce qu'elle était sanctionnée. Tout à fait. C'était un appui. Indirectement, c'était un appui aussi au Niger. Parce que les marchandises pour le Niger peuvent transiter par la Guinée, le Mali, pour aller au Niger aussi. Justement. Donc c'est aussi un appui. Donc je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, c'est une réponse à la CEDEAO. Et ces trois pays-là ont bien vu de se mettre ensemble aujourd'hui pour pouvoir apporter une réponse sécuritaire aussi à la zone de trois frontières. Deuxième thème de l'émission, avec la tension en cours entre certains groupes signataires de l'accord issu du processus d'Alger et les forces armées maliennes. Nombreux sont désormais des observateurs qui pensent que l'accord est en train de mourir de sa belle mort. Monsieur Sibi, est-ce que cette formule sied au contexte, à la situation réelle de l'accord aujourd'hui? Déjà, le gouvernement parle d'éléments terroristes. Quand vous lisez les communiqués, que ce soit des forces armées de sécurité ou bien en tout cas les discours officiels parlent de lutte contre le terrorisme. Mais de l'autre côté aussi, on utilise la même expression. Oui, de l'autre côté, sauf qu'on utilise la même expression contre les femmes. Non, ce que je veux tout simplement dire, c'est que jusque-là, le gouvernement n'a jamais fait cas d'affrontement entre les forces régulières et les groupes signataires de l'accord d'Alger. Oui, ça c'est constant. N'est-ce pas? Oui. Alors, à partir de ce moment, on est dans quoi? Dans des hypothèses, en tant qu'analyste. Alors, moi je dis tout simplement que dire que ça en est fini pour l'accord d'Alger, c'est peut-être tôt. Parce que même les groupes armés eux-mêmes, supposons que ce soit eux qui sont en belligérance avec l'État, ils n'ont pas dénoncé l'accord d'Alger, en tout cas pas à ma connaissance. Ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient plus dedans, de manière ostensible et à travers des canaux officiels.
Maintenant, c'est une crainte fondée. Espérons qu'il s'agisse effectivement d'éléments terroristes pour que on ne soit pas dans une situation où l'accord serait de facto caduc. Et dans ce cas, on va se retrouver sans cadre de dialogue. On aura fermé tous les canaux et tout ça, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que dans ce cas, c'est la guerre ouverte et celui qui prendra l'ascendant sur le terrain, il est évident On n'est pas dans cette guerre ouverte. Donc la réalité je vous dis qu'il y a des nuances. Ne serait-ce que dans les discours. Et si on sortait de ces discours officiels? Non, parce que tout a un sens en fait. C'est ça aussi. Si on va dans la précipitation, on veut faire simple, on dit bon, l'accord c'est fini, l'armée est opposée, je ne sais pas, à la CMA, PSD, etc. Bon, ça fait simple. Mais sur le terrain, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Laissons les choses comme cela. Il s'agit d'éléments terroristes, espérons-le, et que la lutte contre le terrorisme, c'est quand même ça, les États peuvent engager ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Et qu'on aille au bout de cette lutte contre le terrorisme. Monsieur Keita, on sait que Sibi, il est chef de parti politique, ils ont les secrets de la langue de bois. Évidemment, cher confrère, moi je n'aurai pas la langue de bois. D'abord, l'accord dont on parle, il a été signé il y a plus de 7-8 ans. Je crois que quand on signe un accord, soit on est d'accord ou soit on va être d'accord. 7-8 ans après, on a eu combien de gouvernements? Combien de présidents? Combien de premiers ministres? Jusqu'à présent, ça ne va pas. Cette transition même qui est venue trouver ce problème-là a envoyé dans le sillage de la rectification à laquelle vous avez fait allusion, à parler d'application intelligente. Une application qui a maintes fois été dénoncée. Ensuite, l'accord a été remis en cause. Je vois que vous ne suivez pas trop les communiqués. Je prends un exemple tout récent, pendant la période du référendum, à visage découvert, d'où le nom qui officiellement, selon les officiels, selon l'EJ, il n'y a pas eu de vote à Kidal, mais on est devant le fait accompli. Le ministre de la Réconciliation nationale qui entame maintenant sa semaine de la réconciliation, j'y reviendrai, est parti les négocier pour qu'on puisse parler la même chose au nom de l'accord, au nom des engagements, au nom de l'appartenance commune au Mali. Ça n'a pas suivi. Il y a eu un vote très mitigé. Il y a même eu des communiqués qui ont été faits. Ensuite, récemment, c'était le ministre, le patron de la sécurité d'État, Modibo Koni, qui allait à leur chevet, qui a même fait une concession même aux grandes dames de la justice. Il y a eu des libérations de prisonniers ici. Pas des échanges, des libérations de prisonniers issus des rangs rebelles qui ont réintégré là-bas. Tout ça pour qu'on puisse parler le même langage. Et encore que, en dénonçant l'accord, par ricochet, ils ont ouvertement dénoncé même le projet de nouvelle constitution. Je ne pense pas que vous soyez en train de répondre à sa question. Non. Allez-y. Moi, je suis factuel, monsieur Sibi. Non. Je suis très factuel. On l'est tous. Pendant le référendum, c'était une période de haute campagne de communication à travers le monde. Le monde voyait le Mali. On suivait l'euphorie référendaire. Vous connaissez le principe du parallélisme des formes. Vous savez comment on est arrivé à l'accord d'Alger. Vous me parlez du directeur général de la sécurité d'État. Vous me parlez d'Intel. Il y a le CSA, le comité de suivi de l'accord. C'est le cadre réglementaire qui est là. On parle plutôt de ce cadre. Est-ce que la CEMA est venue au CSA pour dire que la CEMA se retire en toute responsabilité? Est-ce que cela a été fait? Moi, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un journaliste. L'aménagement est en train de partir et les mouvements armés avaient dit que si jamais l'aménagement part dans ces conditions, alors que nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas écouter les émissaires et nous ne nous reconnaissons même pas dans la nouvelle constitution, il y aurait des problèmes. D'accord. Nous y sommes, je ne suis pas fataliste. Il y a des problèmes aujourd'hui, l'accord bas de l'aile. Bas de l'aile, il est carrément caduc. D'accord. Il faut qu'on arrête de tourner. Nous savons que l'accord n'a jamais été votre tasse de thé préférée. Bon, écoutez, vous réjouissez de la nouvelle situation de... Non, la situation, je ne suis pas surpris de cette situation. Quand l'accord a été signé en 2015, nous avons dit que c'était antinational. C'est un accord qui falsifie l'histoire du pays. Qui... les gens l'ont dit de façon fantaisiste que c'était un accord pour la paix. C'est-à-dire qui construit un processus. Écoutez, Nous ne voulons pas d'accord pour la paix. Oui. On veut un accord de paix. Un accord, quand on signe là, c'est que le lendemain matin, c'est la paix. Nous, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays.
Et c'est pas que nous sommes... La paix ne se décrète pas aussi. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. La MINUSMA, après près de 10 ans de présence, a pris bagage. Elle n'est pas venue du néant. Elle est venue en raison de demandes formulées par l'État souverain du Mali. Et en raison de cette même demande, l'État du Mali a exigé le départ de la MINUSMA, qui a été accepté et concédé à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, il est normal que quand la MINUSMA plie bagage, ses emprises soient cédées à l'État légitime du Mali, pas aux groupes armés. Et ces groupes armés, qui entre-temps étaient adoubés en raison de tout ce que vous savez, et aujourd'hui, n'hésitent pas à démontrer à la face du monde qu'ils sont des groupes terroristes. Ils s'allient aux terroristes. Ils utilisent des méthodes de terroristes. Ils attaquent des bases militaires en terroristes. Et nous, on ne peut que défendre. Parce que l'armée du Mali, l'armée nationale du Mali a une mission. C'est recouvrer l'intégrité du territoire. C'est protéger tous les citoyens, y compris nos frères égarés. C'est faire en sorte que la paix règne sur le territoire national. C'est un défi, c'est un challenge. On s'y met et les choses évoluent. Vous avez vu ceux auxquels vous faites allusion, vous les avez vus faire un communiqué pour dénoncer l'attaque barbare, lâche d'un objectif civil. Le bateau Tombouctou n'est pas un objectif militaire. Mais on l'a attaqué pour anéantir des vies, pour affaiblir notre détermination. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes désormais engagés. Et nous sommes arrivés au point de non-retour. Nous sommes arrivés au point de non-retour. L'intégrité du Mali va être recouvrée. La paix va revenir. C'est un serment. Et toutes les composantes de notre pays, quelles que soient les divergences, je suis tout à fait d'accord que certains aient des divergences. C'est naturel, c'est humain. Quelles que soient les divergences, toutes les composantes de notre pays vont marcher dans cette direction pour que la guerre qu'on nous a imposée, la situation de tyrannie, la situation de violence inouïe qu'on nous a imposée puisse connaître une fin heureuse. Enfin, notre peuple aspire au bonheur. D'accord. Nous aussi, on doit goûter au bonheur comme tous les autres. D'accord. Et c'est évidemment ce qui se passe. L'accord, cette histoire-là. Fin pour l'accord d'Alger. Cette histoire-là. Mais moi, je vous ai dit, lorsque vous lisez l'accord et que vous êtes honnête, un peu honnête intellectuellement, vous vous rendez compte, au bout de quelques pages de lecture, que c'est un document qui porte les germes de son inapplicabilité. D'accord. C'est un document qui n'a jamais été rédigé, pas par les partis. Ce document a été rédigé par les cabinets à la sorte des parrains du séparatisme. Mais ça a été rédigé pour ne pas être appliqué. Ça a été rédigé pour qu'il n'y ait jamais la paix. Ça a été rédigé et c'est une condensée de paradoxes. On demande quelquefois de désarmer. Ceux qui doivent désarmer, on dit quelque part qu'ils vont faire des patrouilles mixtes. D'accord. Ils font les patrouilles mixtes avec quoi? C'est avec bien sûr des armes. Donc, soyons sérieux et reconnaissons que c'est un document qui n'a pas été fait pour amener la paix. C'est un document qui procède de la falsification de notre histoire. Et aujourd'hui, moi je suis heureux parce que c'était un motif de combat politique. Et je pense à un de nos maîtres politiques, Amadou Serrou Traoré. Ça fait bientôt 7 ans qu'il a quitté ce monde. Son dernier combat politique, son dernier plus grand combat politique, c'était le combat contre l'accord d'Alger. Et moi, c'était mon premier. Donc vous continuez à porter ces flambeaux. Monsieur Yattara, même si les autorités de la transition ne le reconnaissent pas, en réalité, est-ce que nous ne sommes pas en réalité dans une sorte de reprise de la belligérance entre les FAMA et certains groupes signataires de l'accord? En fait, il faut appeler les choses par leur nom. En réalité, la question devrait être formulée autrement. Qui reste de l'accord d'Alger? À mon avis, il ne reste rien de l'accord d'Alger. Il ne reste qu'à l'État malien de dénoncer l'accord d'Alger et d'engager une véritable reconquête du Mali par le centre et par le nord. Il ne reste que ça, en réalité. Que prévoyait l'accord d'Alger en fait? L'accord d'Alger prévoyait 60 jours après sa signature la mise en place de la commission d'intégration. Prévoyait 120 jours après sa signature la création du programme national DDR. Prévoyait 90 jours après sa création, après sa signature, l'évaluation du système de défense. Enfin,
12 mois après sa signature, la création et la définition de la nouvelle police territoriale. Aucun de ces, en réalité, ces outils existent, mais ces outils sont des coquilles vides aujourd'hui. Mais il n'y a pas de police territoriale. Voilà, exactement. Ça n'a jamais existé. Voilà, ça n'a même pas été voté. Je crois que ça a été soumis. Voilà, exactement. Voyez-vous. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il reste de l'accord d'Alger? La première fausse note de l'accord d'Alger, c'est depuis sa signature. En réalité, la plateforme, le Mali, la CEMA ont paraphé le 1er mai à Alger. Mais le 15 mai, je crois que la CEMA n'était pas là. Je crois que 5 ou 6 jours après que la CEMA a signé. Ça, c'était la première fausse note. En réalité, l'accord d'Alger a peiné par la mauvaise volonté, par la mauvaise foi en réalité de la CEMA. La CEMA n'a voulu en réalité appuyer. Ça devait commencer par la démobilisation et la démilitarisation des éléments de la CEMA. Mais ça n'a jamais existé. Le premier article de l'accord d'Alger prévoit quoi? Dit quoi? Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali. En réalité, ça n'a jamais existé. Pour qu'un ministre même se rende à Kidal, il faut toute une négociation. Il faut toute une conditionnalité pour qu'un officiel malien puisse se rendre à Kidal. En réalité, les militaires sont là-bas. Ils sont uniquement cantonnés dans les camps. La CEMA est de mauvaise foi dans cet accord-là. Ça n'a jamais existé. La CEMA n'a jamais voulu appliquer cet accord-là. Aujourd'hui, il va falloir que l'État dénonce l'accord d'Alger et engage une véritable reconquête de notre territoire par le centre et par le nord. D'accord. Sylvie, le CSP auquel la CEMA appartient avait revendiqué l'attaque contre la ville de Bourem. Avec cette revendication, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas véritablement la reprise de la belligérance ou l'intention de la belligérance? Oui, mais déjà, moi, je relis le thème, la nouvelle donne sécuritaire et l'avenir de l'accord d'Alger. Justement. Donc, nous sommes dans au regard du contexte, oui. Est-ce que l'accord d'Alger a un avenir? Il s'agissait de parler de ça. Justement. Parce que nous, on a passé 8 ans en train de parler de l'accord. Ses forces, ses faiblesses, oui. Qu'est-ce que ça nous a servi? Ce débat est derrière nous. Mais s'il faut déjà rentrer, oui. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aussi encore ce soir ici. Oui. C'est pourquoi je voulais éviter ça, moi, et répondre très bien à votre question. Répondez en très fonction bien. De la situation sécuritaire. Justement. Est-ce que la reprise des belligérances, qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les implications? Oui, pour l'accord. Surtout pour l'accord. Oui. Je pensais que c'était ça le thème. C'est bien entendu. Alors restons dans le thème, restons précis et cohérents. Allez-y, nous gérons le temps aussi. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, il ne s'agit pas de pouvoir peut-être agencer quelques mots ou quelques phrases pour se croire capable de gérer les affaires, surtout d'un pays qui est dans des situations aussi complexes, croyez-moi. Que l'armée dise que nous sommes en conflit avec des terroristes. C'est pas anodin. Hein. C'est intelligent. Bon, moi, je vois des gens s'agiter. Non, c'est la CEMA, c'est ci, c'est ça, c'est là. Ben, peut-être qu'ils savent que... D'abord, qui est terroriste? Mais c'est plus simple pour l'armée de dire que nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. Qui ne défendrait pas ça? Mais non, nous sommes dans une guerre contre une rébellion. Ça change tout. Il va falloir qu'on soit un tout petit peu intelligent et qu'on comprenne les approches. Les mots, les approches, tout ça ont des implications sur le cours des événements. Oui, mais est-ce qu'il y a une manière pour le gouvernement de classer la CEMA comme groupe terroriste, par exemple? Le gouvernement ne l'a jamais dit. Oui. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce discours officiel-là. À Ber, l'armée est entrée en confrontation avec des terroristes. Point. La CEMA, PSD, CSD, tout ce que vous voulez là, ils n'en ont pas fait allusion. Alors pourquoi vous voulez forcément faire comprendre ça aux gens à partir de ce plateau, que c'est la CEMA, et puis maintenant, les conséquences de ça, c'est quoi? Sauf que c'est la CEMA elle-même qui se réclame victime. Cela n'engage que la oui. CEMA. Oui. C'est à elle de le prouver. Mais on a une armée régulière. De nier l'évidence. C'est des stratégies de guerre. Bon, on est en guerre, moi je suis du côté de mon pays. L'armée est en train de reconquérir le territoire progressivement. Je l'ai dit une fois, je l'ai rappelé ici. Je dis que la résurgence de ces tensions-là, c'est normal. Vous savez, en criminologie, l'enjeu principal pour un gang, bon, moi j'assimile ces groupes-là à un gang parce que c'est le même truc, quoi. Il est d'abord territorial. Quand un gang marque un territoire, la deuxième étape, c'est exercer des activités criminelles.
Et toutes les fois qu'une autre force, une force concurrente, grignote dans ce territoire, le gang joue sa survie. On est dans ce schéma-là. Parce que l'armée d'aujourd'hui n'est pas l'armée de 2012. La MINUSMA qui garantissait l'accord, qui était une force d'interposition, il faut le rappeler, est en train de partir. Les camps seront forcément occupés par les forces régulières. Sinon, quelle humiliation pour l'État du Mali. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxièmement, maintenant, pour les groupes qui se battent là, parce qu'eux, ils étaient là-haut. Ils sont là. Ils voient leur disparition programmée. Parce qu'au fur et à mesure que l'armée avance, on atteindra un point où ces groupes-là disparaîtront, d'une façon ou d'une autre. Et donc, ils n'ont pas envie de disparaître comme ça. Alors, ils se positionnent et parfois, ils se battent. Il faudrait comprendre la chose comme ça. Finalement. Les groupes terroristes. Ce sont les groupes terroristes qui sont opposés à l'armée malienne. Je m'arrête là. Maintenant, si vous voulez parler de l'avenir de l'accord d'Alger, il y a des failles. Je crois que le CSA, parce que moi, je ne suis pas un journaliste, comme je l'ai dit. Ce n'est pas le voyage du directeur général de la sécurité d'État qui m'intéresse, mais c'est les canaux officiels. Vous voulez jeter tout ça. Non, c'est bien. Chacun a ses... Comme je l'ai dit, un journaliste peut faire des choses que peut-être moi, je suis un homme politique. J'ai mes grilles de lecture et j'ai mes responsabilités. Moi, je pense que j'ai beaucoup plus de responsabilités dans cette histoire. Voilà pourquoi je pèse mes mots. Et donc, le CSA, le comité de suivi de l'accord, c'est une disposition de l'accord lui-même. D'accord. Qui traite des questions qui, il y a un temps, qui ne fonctionnent pratiquement, on peut dire plus. Oui. Est-ce que vous voyez? D'accord. Mais qu'est-ce qui empêche les groupes armés de venir au CSA et dénoncer l'accord ou dire que bon, nous on se retire, ou alors il y a d'autres canaux. D'accord. Il y a la médiation, etc., etc. Non, restons théoriques. En tout cas, ça existe. Mais ça n'empêche pas l'armée de hein. faire son travail sur le terrain. Oui. Mais faisons attention, parce que la communication en réalité c'est stratégique. Hein. Comme je l'ai dit, l'armée pouvait sortir, la DIRPA pouvait faire un communiqué pour dire que des éléments qui nous ont attaqués à Ber étaient des éléments de la CEMA, donc voici les incidents sur l'armée. Ils le savent, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit? D'accord. Monsieur Keita, vous allez faire semblant de n'avoir rien entendu de l'intervention de monsieur Sibi. Déjà, concrètement, est-ce que vous pensez que tous ces événements-là sont faits en prélude de l'entrée des femmes, de l'occupation, si vous voulez, des emprises de la MINUSMA et à Tessalité à Kidal? Évidemment, moi je reste très formel. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit qui est en face de l'armée, il y a des communiqués qui sont faits. Hein. Pas des communiqués fake, pas des infox, mais des communiqués réels avec les logos, les noms des entités. Donc moi je pense que c'est un non-événement. Les communiqués sont là relayés partout. Et nos ennemis même sont très rodés en ça. Maintenant, nous sommes face à une situation qui avait été prédite. Cette situation, c'était que le départ de la MINUSMA, que je soutiens, hein. Je ne suis pas contre le départ de la MINUSMA. Après 10 ans, la MINUSMA a montré ses failles. Et ce n'est même pas au seul Mali. Quand Charles Blé Goudé prenait son matelas, c'était pour les mêmes revendications. Au Congo, dernièrement, la MONUSCO, par rapport au Rwanda, c'était la même chose. Donc la MINUSMA est toujours partie quasiment de la même manière. Les rues qui ont eu à s'agiter. Donc pour moi... Est-ce que vous faisiez partie, motion s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait partie de ceux-là qui ont dit attention, n'amenez pas la MINUSMA? En 2012, quelle était votre position? Mais monsieur, s'il vous plaît, oui. Justement, je suis prêt à répondre. S'il vous plaît, allez-y. Oui, allez-y, Keita. Faites votre développement, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'en 2012 déjà, si les autorités... Ce n'est même pas votre rôle, hein, vous êtes journaliste. Non, je vous en prie. Si les autorités de 2012 n'avaient pas appelé à l'aide le partenaire d'hier qui est devenu l'ennemi et l'adversaire d'aujourd'hui, je crois que vous et moi, on serait en barbe, on aurait changé de style vestimentaire. Et en plus de ma personne, s'il vous plaît. Il y avait Aminata Draman, il y avait le professeur Monsieur Keita, Oumar Marigo. On était les rares voix à s'opposer à cette venue. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y. C'est ce que je dis, quoi. Ce n'est pas une première. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, ces forces-là, en Côte d'Ivoire, il y a près de 20 ans, on a découvert Blé Goudé ainsi. Ouais.
Donc, pour moi, c'est un non-événement. Est-ce qu'une manière de faire repousser un peu l'échéance de l'arrivée des femmes à Kidal? Les mouvements armés, comme je l'ai dit, depuis la période du référendum, Oui. ils avaient même dénoncé, si vous voulez, par exemple, au niveau de Kidal, le camp de Thessalite, par exemple, ils avaient fait des dénonciations. Ouais. Et à travers ces dénonciations, déjà, ils laissaient entendre ce qui est en train de se faire maintenant. Et évidemment, je crois qu'il peut y avoir des couacs ou des affrontements une fois, mais de façon continue, jusqu'à aller dans cette nouvelle stratégie d'attaque les bateaux. La conséquence est que maintenant, le nord même, il est sevré. Parce que déjà, depuis très longtemps, il y a plusieurs zones, plusieurs axes routiers qui ont été zappés. Désormais, avec le carnage qui a été fait, parce que le bateau, on en parle Tombouctou, mais ce n'était même pas la première attaque au bateau. Il y avait eu une attaque bien avant, 1 semaine ou 2 semaines avant. Donc pour moi, en fait, c'est très clair. Les mouvements armés n'en veulent pas, mais force doit rester à l'armée nationale. Parce que quelque part, c'est la conséquence d'une chose. Je le redis encore. L'armée reconstituée. C'était une posologie, en fait. Ils sont mis ensemble, comme l'avait dit Maître Noussar. Dans l'accord, on a dit qu'ils doivent désarmer, mais on parlait de patrouille mixte. Ce noyau de patrouille mixte là, ça allait justement vers ce qui s'appelait l'armée reconstituée, qui avait un peu pris forme, qui avait commencé à être déployée. Oui. Mais suite à certaines divergences, même cette armée reconstituée est morte de sa belle mort. Et évidemment, si elle est morte, c'est l'armée nationale qui doit prendre position, qui doit occuper ses emprises. Parce qu'on ne peut pas accepter que le pays soit éternellement occupé, et on ne pourra pas accepter aussi que des camps armés, on mette même le drapeau de ce qu'ils appellent l'Azawad pour faire de la défiance. Donc pour moi, en fait, c'est une façon d'ouvrir les hostilités, de s'annoncer. Je crois qu'au sortir de ces drames, au sortir de ce deuil national, désormais, on sait à quoi s'en tenir. Et j'ose croire que la riposte sera à la hauteur de ce qui a été subi au peuple malien. Monsieur Sarr, avec cette situation de tension réelle entre les femmes et certains groupes signataires, même si votre voisin ne le reconnaît pas, est-ce que l'entrée des femmes à Kidal, finalement, est-ce que cela ne va pas jouer sur l'échéancier, finalement? Mon voisin est dans la théorie, moi je vais dans la pratique. Et dans la pratique, l'accord issu du processus, là, tout ce qu'on peut dire, n'a pas d'avenir, elle n'a jamais eu d'avenir. Et aujourd'hui, les faits démontrent ça. Votre voisin ne dit pas le contraire. Non, mais bon, il est dans la théorie. Moi, je vais dans la pratique. Et dans la pratique, là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Je dis, l'armée nationale a une mission, c'est recouvrer l'entièreté de notre souveraineté, l'entièreté de notre territoire, la souveraineté de notre territoire. C'est ça la mission de l'armée. C'est pourquoi nous, le peuple malien, on a consenti à ce qu'on prenne nos impôts, les ressources, pour acheter des armes, pour mettre notre armée en position au point d'assumer cette fonction, cette mission régalienne. C'est ça. Et Kidal, c'est une partie du Mali. Kidal fait partie intégrante du Mali. Si Kidal est occupé par des terroristes, mais nous utilisons de tous les moyens pour déloger ces terroristes-là, pour que nos compatriotes à Kidal, nos frères Touaregs, qui vivent à Kidal, avec lesquels nous avons une communauté de destin, avec lesquels nous sommes allés à l'indépendance contre le colon, avec lesquels nous avons subi les affres de la colonisation. Mais on est obligé, on ne va jamais les abandonner. Ce n'est pas quelques groupes de quelques individus qui sont à la solde de puissances étrangères et qui ne vivent pas à Kidal, qui n'ont rien à Kidal, qui ne viennent à Kidal que pour des réunions. Donc, ces gens-là ne peuvent pas continuer à prendre le Mali en otage. L'accord n'a jamais eu d'avenir. L'accord n'a pas d'avenir. Notre armée assurera sa mission régalienne qui est de recouvrer l'entièreté de notre territoire, y compris Kidal. Donc, pour dire que, pour être honnête avec mon cher ami, la SEMA n'a jamais, a toujours été un mouvement terroriste. Moi, je vous le dis, ce sont des parrains qui ont tenté de blanchir tout ça, mais elle a toujours agi en terroriste. Elle ne l'a jamais caché. Parce qu'on a affaissé l'État du Mali, on a trouvé au Mali des répondants, de dirigeants qui se souciaient, en tout cas de mon point de vue, peu de l'avenir de ce pays, qu'on a pu imposer. Qu'on a pu imposer l'accord antinational. Et aujourd'hui, le monde constate que cet accord n'a pas d'avenir, il n'aura pas d'avenir. Ouais. Mais
cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes des va-t-en-guerre. Nous voulons discuter avec certains de nos frères qui, à un moment donné de leur histoire, ont ressenti des frustrations. C'est tout à fait normal. Mais qu'ils déposent d'abord les armes. Dialogue d'accord, désarmement d'abord. Si l'accord n'a pas d'avenir et dans le pire des cas, il est en train de mourir de sa belle mort, quelle alternative à l'accord finalement pour obtenir cette paix tant rêvée par les Maliens? Et je l'ai dit, la solution passe par la dénonciation de l'accord. Et ce qui doit s'en suivre, c'est engager véritablement la reconquête et du centre et du nord. Militairement, c'est la voie militaire. Militairement, je l'ai dit, il a un mot sur ce plateau. Je vous ai dit que le Mali doit se préparer pour la guerre. Je l'ai dit ici. Donc le salut passe par la guerre. Forcément aujourd'hui. En réalité, qu'est-ce que c'est l'accord d'Alger? La communauté internationale est garante de l'accord d'Alger, à travers l'aménagement, à travers la CEDEAO, à travers la France. En réalité, quelle est la nature de la relation aujourd'hui entre le Mali et l'aménagement? Quelle est la nature de la relation aujourd'hui entre le Mali et la CEDEAO? Quelle est la nature aujourd'hui des relations entre le Mali et la France? Ceux qui sont chargés en réalité de garantir l'accord aujourd'hui, le Mali n'est pas en odeur de sainteté avec ces pays qui doivent garantir l'accord aujourd'hui. Comment voulez-vous que cet accord-là existe? En réalité, cet accord-là n'a jamais existé. Aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être le fusil à la tempe qu'on a signé cet accord-là. Et on doit revenir à raison. On a demandé, à travers les assises nationales de la refondation, de faire une lecture intelligente de l'accord d'Alger. Mais en réalité, l'accord d'Alger, dans son article 68, stipule que forcément, il faut l'accord des trois parties pour pouvoir aller vers une révision de l'accord, une lecture de l'accord d'Alger. Ce qui ne sera jamais fait. Parce que la CEMA ne sera jamais d'accord. Même la communauté internationale aujourd'hui qui accompagne la CEMA en réalité dans sa transgression du territoire ne va pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne notre responsabilité, que les autorités prennent leurs responsabilités, dénoncer finalement l'accord d'Alger et aller vers la reconquête de ce pays-là, par le centre et par le nord. Peut-être à travers ces conflits-là, à travers cette guerre-là, il y aura de nouvelles négociations. Peut-être on sera en ce moment, ce ne sera pas le fusil à la tempe qu'on va signer de nouveaux accords, mais peut-être on tiendra compte aussi des intérêts du à ce moment. D'accord. 30 secondes. Il y a une chose qu'on doit apprendre dans ce pays-là. Il faut apprendre à reconnaître les efforts et les sacrifices de ces dévanciers, si maigres soient-ils. Aujourd'hui, les gens sont... Il est très confortable de dire que l'accord. Mais je vous dis, les conditions dans lesquelles cet accord a été arraché, qui avait mieux à proposer? Que quelqu'un lève le petit doigt? Moi. Toi, tu avais quoi à proposer? Après, je te dirais. Vous avez 30 secondes. Alors, mais pourtant, il était là et il n'a pas pu le proposer. Et maintenant, on s'est retrouvé dans l'accord. Donc, l'accord, ça nous a quand même permis d'arriver là. Ne serait-ce que gagner du temps et avoir une armée telle que celle que l'on connaît aujourd'hui. Ne serait-ce que ça. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails. Maintenant, ce que je voudrais tout simplement dire, il y a une initiative du gouvernement qui est vraiment encouragé. Je ne souhaiterais pas quitter ce plateau sans pour autant dire cela. C'est que désormais, c'est les contacts directs qu'il privilégie. Parler entre Maliens. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on peut tout se dire. Mais cela n'empêche en rien l'armée de faire le travail que la République lui a confié. Le travail d'une armée, c'est quoi? Mais c'est connu, les missions classiques des armées sont connues. Donc c'est hors de débat, on ne parle pas de ça. Oui. Maintenant, comment sortir de cette histoire? Eh bien, en bonne intelligence et avec des solutions pérennes. Voilà, effectivement, il faut un dialogue direct. Ok, d'accord. Allez-y, 30 secondes. 30 secondes, c'est la fin de l'émission. Bien entendu, allez-y. Bon, si c'est la fin de l'émission, si ce sont mes derniers mots, je profite donc de ce plateau pour dire que moi, je vais prendre une pause télévisuelle pour désormais être focalisé sur la Coupe d'Afrique des Nations, où on a vu un stade avec beaucoup d'eau. Et donc, je vais quand même prendre une pause, comme j'ai dit, sur les questions d'actualité. Oui. Et je serai peut-être visible que lors des éditions spéciales sur les questions sport de maintenant jusqu'au 15 février, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quiconque voudra me joindre ou voudra me suivre pourra me retrouver sur ma page officielle, le ID Press Tour, où chaque jeudi à partir de 20h40, je suis en direct. Oui, ça, je vous remercie. Allez-y. Allez-y. C'est pas un plateau. Allez-y. Ce n'est pas une publicité commerciale. Donc moi, tout ce que je dirais, c'est vrai qu'on est devant le fait accompli, mais on ne doit pas se décourager. Les lignes vont bouger.
On est dans la semaine nationale de la réconciliation. On est dans le mois de la souveraineté même, du 22 septembre. Donc je crois qu'à travers les discours et à travers les concertations qui ont commencé, et même à travers les initiatives locales, je me souviens que par exemple, avant même que les hostilités ne dégénèrent, les cadres du Nord, l'honorable Assarid, Intala, Gamou, le général, étaient ensemble pour faire des choses. Donc je crois qu'il pourrait y avoir une accalmie. Le dialogue direct pourrait se faire. Ou just wait and see. C'est ça. Bon, je voudrais dire à mon cher ami Sibi, il faut parler des choses qu'on connaît. C'est ça qui est important. Moi, je suis à la porte des vétérans de la politique malienne. C'est pas, je vous l'apprends pas. En 2015, bien avant 2015, nous avions suggéré au gouvernement le dialogue direct avec nos frères. Et nous avons demandé, vous savez, tout était une question de diplomatie. Mais le Mali n'était pas soutenu par la communauté internationale. Parce que le Mali, au sein de la communauté internationale, avait privilégié cette relation France et puis un peu pays occidentaux. Mais c'est ça qui a été le problème. Si le Mali avait diversifié ses partenaires, parce qu'on a tout fait en son temps pour empêcher le Mali de diversifier ses partenaires. Et les dirigeants d'alors n'ont pas eu le courage de diversifier les partenaires du Mali. Et pour l'avenir de l'aménagement, mais nous l'avons dit au sein de la RPS, nous avons dit l'état de l'armée en 2013 faisait que c'était super difficile parce que pendant plusieurs années, mais nous avons tout dit au gouvernement d'alors. Nous leur avons demandé de tout faire pour ne pas perdre le contrôle politique des opérations militaires. Mais c'est comme ça les missions de paix, les interventions étrangères. Lorsque une mission étrangère vient sur votre territoire et que vous n'avez pas le contrôle politique des opérations militaires, mais c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. C'est ce que l'aménagement a fait pendant 10 ans, pendant près de 10 ans ici. C'est ce que Barkhane a fait, où on viole notre espace aérien, où la force française était carrément le garant de notre espace aérien. On autorisait, pour que nos avions ou nos aéronefs puissent décoller, il fallait avoir leur autorisation. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas eu en son temps des dirigeants qui se soucier de l'avenir du peuple. Moi, je le dis honnêtement, c'est ce qui a justifié mon combat à l'opposition et c'est ce qui a justifié tout ce que vous avez connu. Allez-y, voilà. M. Yatara. Je crois que la fin de la première phase de la libération des emprises Ogoussago, Ber, Gundam et Menaka s'est soldée par le tristement célèbre bateau de Tombouctou, paix à leur âme. Ça s'est soldé aussi par le lancement quotidien des records sur Tombouctou. Ça s'est soldé aussi par les attaques quotidiennes dans les Pinas et autres. Qui va nous réserver la deuxième phase maintenant? La question mérite d'être posée. Les autorités aujourd'hui qui étaient sur le terrain il y a cela 10 ans savent ce qu'ils font. En réalité, ils sont en train d'aller crescendo vers la libération du Mali. Ils savent que ça passe forcément par cette étape-là, forcément par rompre avec l'aménagement, forcément par rompre avec la France, forcément par rompre avec la CEDEAO, et in fine aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers la conquête du Nord, par le centre et par le Nord. Aujourd'hui, vivement peut-être dans 3-4 mois, ce serait peut-être un mauvais souvenir. Tout à fait. Merci. Nous sommes malheureusement au terme des débats de cette émission. Nos invités étaient M. Mohamed Lamine Sibi, qui a quand même... Il est du M5. Il t'a arraché la parole. Il t'a arraché la parole. Hein. Je suis Samo. Il est du M5. Il devait être là aujourd'hui. Justement, il est du M5 RFP Malikoura Nounsaro, membre du CNT et président du parti FAD. Idrissa Keita, l'autre protagoniste. Il est journaliste. C'est mon ami en plus. Et c'est Abdallah Yatara du parti Yelema. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs de Bourem. Au revoir.